Bienvenue dans cette grande édition d'information. D'abord, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Demi-finale de la 4e édition du CHAN Rwanda 2016. Les menus de cette phase de compétition est connu. Les léopards de la République démocratique du Congo seront face à la Guinée et la Côte d'Ivoire va affronter le Mali qui a battu la Tunisie sur le score de 2-1. Cette semaine qui s'achève était consacrée à la lèpre. La léproserie est bannie en République démocratique du Congo, mais certains de ses patients sont encore hébergés à travers la ville-province de Kinshasa. La plupart d'entre eux vivent sur les sites de la rive dans lequel se trouve un ancien camp des lépreux rejeté par leur famille. C'est un dossier à suivre dans ce journal. L'actualité au niveau continental reste également dominée par le 26e sommet de l'Union africaine. La brouille persiste sur l'envoi de la mission africaine de protection et de prévention au Burundi. Ibrahim Fall s'est vu optimiste quant au déblocage de la situation, étant donné que tout est possible en diplomatie, a-t-il déclaré. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, c'est depuis le 18 décembre dernier que l'Union africaine s'est résolument déterminée à déployer une force de quelques 5000 hommes au Burundi, même sans le consentement du gouvernement de Pierre Nkurunziza. Malheureusement, cette initiative n'a pas abouti. Plusieurs chefs d'État africains réunis lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ne se sont pas accordés sur le dit projet. Joint au téléphone par nos confrères de la Radio France Internationale, le représentant spécial de l'Union africaine pour le Grand Lac, le Sénégalais Ibrahim Fall, s'explique en précisant que rien n'est encore perdu. On le suit. Cette mission, parmi ses objectifs, il y a notamment l'appui au dialogue interburundais, parce que vous imaginez très bien que si demain le dialogue interburundais réussit et que les opposants qui ont fui le Burundi pour des questions de sécurité veulent rentrer, ils vont demander qu'il y ait un minimum de protection. Ensuite, vous avez parlé de la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Le Burundi dit que cette frontière est poreuse, qu'il faut la sécuriser. Une partie de la force, si le Burundi est d'accord, naturellement, pourrait servir à cela. Nous avons des quartiers chauds à Bujumbura. Vous avez aussi à l'intérieur du pays des frottements entre les forces de sécurité et des forces rebelles. Cette stabilisation de la situation, c'est une fonction également de cette force. C'est pour cela que probablement l'une des conclusions sera d'envoyer une délégation de haut niveau, pour ne pas dire de très haut niveau, au Burundi pour discuter avec les hautes autorités burundaises, pour enclencher une consultation sur cette problématique. Je pense que tant qu'il y a une bonne volonté de part et d'autre, nous pouvons arriver à nous entendre. Mais cela demande du temps et je peux vous dire qu'il n'a jamais été question de déployer une force de l'Union africaine sans le consentement du gouvernement burundais. Et pendant ces temps, à Kinshasa, c'est près de 1027 nouveaux médecins qui rejoignent la corporation de disciples d'Hippocrate. Ces jeunes médecins ont prêté serment samedi devant le comité directeur de l'ordre de médecins qui a pris acte de ce geste. Il les a appelés à exercer leur profession selon l'éthique et la déontologie. Ils se sont souscrits désormais. Voilà une valeur ajoutée utile pour la République démocratique du Congo en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030 afin de préserver la bonne santé de tous les Congolais. Des médecins qui pourront également contribuer à la lutte contre la lèpre qui demeure l'un des problèmes majeurs de santé publique, notamment en République démocratique du Congo, alors que la léproserie est bannie dans le pays. Nombreux anciens lépreux continuent à vivre sur le site de la rive. Seulement, de nos jours, les conditions de vie de ces derniers laissent à désirer. Il faut beaucoup de moyens que l'Action d'Amiens ne possède pas toujours. Nos reporters y ont fait un tour à l'occasion de la semaine mondiale de la lèpre qui se termine aujourd'hui, donc le 31 janvier. Suivez. Ces anciens lépreux ont pour la plupart perdu les poignées de main et les pieds, signe d'un stade avancé de leur maladie. Pris en charge tardivement, ils ont contracté une névrite, l'inflammation des nerfs qui fait perdre les sensations, provoquant des graves lésions de la peau. Tout a commencé par des démangeaisons. À force de me gratter, j'ai commencé à perdre certains de mes membres. Pourtant, je ne ressentais rien. Et c'est ça qui m'a conduit à aller à l'hôpital. Sur place, ici au camp de la Rive,
Cette ancienne léproserie héberge plus de 23 familles. Et l'un d'entre eux, interné depuis les années 70, Gabriel Nzayadi, est considéré de doyen. On m'appelle doyen par rapport non seulement à mon ancienneté dans ce camp, mais aussi par rapport au réconfort que j'apporte aux autres. Beaucoup de nos proches sont décédés en laissant des orphelins. Bien que bénéficiant du soutien de l'action d'Amiens, ces anciens lépreux éprouvent tout de même d'énormes difficultés. À cause de ces ulcères, nous sommes obligés de recevoir des pansements de lundi à samedi. Mais parfois nous manquons des bandes pelpo et des compresses. Nous n'avons pas non plus assez de nourriture. La plupart des gens qui viennent nous visiter apportent des vêtements. Merci à eux, mais ce n'est pas l'essentiel. Surtout que c'est déjà usé. Nous sommes malades et avons plus besoin de soins médicaux. Pour celui que tout le camp surnomme doyen, l'assistance sociale en bien vivre et non vivre ne suffit pas. Encore faudrait-il développer une politique visant l'auto-prise en charge des anciens lépreux. Nombreux ne croient pas à notre guérison à cause des séquelles de la lèpre. Nous sommes comparés aux cadavres, certains font allusion au reste du serpent. Pour nous, les anciens lépreux, il faudrait plutôt créer des emplois adaptés à notre état physique, car nous ne sommes pas totalement invalides. Nous pouvons aussi être utiles. L'autre difficulté majeure, c'est la réintégration sociale de ces anciens lépreux. Souvent victimes de mutilations, ils font objet d'une discrimination sociale. Pourtant, grâce aux différentes avancées enregistrées dans la prise en charge de cette pathologie, notamment en République démocratique du Congo, les patients de la lèpre ne sont plus infectieux dès la première dose de 3 antibiotiques appelés polychimiothérapie. Ainsi, pour contrer la dite discrimination, le pays s'ébat depuis plus d'une décennie contre la léproserie en favorisant le soin ambulatoire. Mais seulement, pour lutter efficacement contre la propagation de la lèpre, les experts conseillent de se faire consulter dès l'apparition de ces taches claires sur la peau. Dans un autre chapitre, lutte contre la corruption en République démocratique du Congo semble être, la République démocratique du Congo, allais-je dire, semble être encore, en République démocratique du Congo, beaucoup semble encore à faire en cette matière, des mines au secteur économique et bien d'autres. La corruption en République démocratique du Congo est un mal qui constitue l'une des pesanteurs au développement du pays. Un récent rapport publié cette semaine par Transparency International place le pays dans une position peu encourageante. Pourtant, les autorités continuent d'assainir les milieux. La corruption reste un fléau que la République démocratique du Congo ne peut s'en complaire. À tous les niveaux, on n'y s'en contente pas comme voie un ambition pour l'enrichissement. Et d'ailleurs, même les corrupteurs et corrompus ne devraient pas opérer impunément. Tout le monde l'a décrit et de plus en plus le Congolais exige des actions de sape de ce chancre qui ruine le bonheur collectif. Qu'on sanctionne négativement ceux qui ne travaillent pas bien, c'est la seule manière de pouvoir arrêter la corruption. Elle existe, elle est effective, il faut qu'on prenne des mesures sur le plan juridique. Et c'est ça le travail du Parlement. Je pense que des propositions de loi sont en train d'être rédigées pour que nous puissions mettre des structures. Mais en République démocratique du Congo, qu'on prenne des dispositions utiles, non pour discuter sur les chiffres, mais pour qu'on combatte réellement. Et il faut une volonté politique pour ce faire. Parce que c'est surtout la grande corruption qui fait que le pays ne puisse pas avancer. Ce mal repense sa terreur non seulement en République démocratique du Congo, mais bien aussi sur tous les continents africains et dans les pays les plus puissants du monde. C'est que justifie des rapports tels que ce dernier en date publié le 27 janvier par Transparency International qui classe la République démocratique du Congo 145e parmi les 167 pays concernés par le rapport de la dite enquête, avec un score de 22 comme en 2014.
On pourrait relever que l'année 2015 donne des indices des efforts allant dans le sens de réduire la nocivité de la corruption. Transparency International conseille la lutte contre l'impunité comme le soutient les analystes. Je suis tout à fait d'accord avec l'enquête des Transparency International dont j'ai fait partie. Parce que la corruption, c'est devenu un sport national dans ces pays. Il ne faut pas se voiler la face. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'impunité. Si le gouvernement pouvait vraiment sanctionner dans les régies financières et même dans tous les services, au niveau de l'appareil judiciaire, où vous trouvez des gens qui détournent les deniers publics et qui se voient le lendemain, ils sont promis dans d'autres fonctions plus importantes, comme si on les encourageait, on leur donnait une prime dans leur marche au détournement qu'ils font. Dire, bon, vous avez détourné ici, maintenant vous êtes promis pour aller détourner encore davantage. Pour faire mieux. Donc ce n'est pas normal. Des réponses à ces inquiétudes sont enclenchées depuis la démarche volontariste au plus haut niveau de l'État qui, vu la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Lusolo Bambi, qui déjà en décembre 2015 avait parlé de la situation de la République démocratique du Congo face à la corruption. Notre situation à travers le monde n'est pas bonne en matière de gestion de la corruption. Chaque année, nous avons une fuite des capitaux, une évasion, une fraude autour de plus de 10 milliards de dollars. L'argent donc qui fuit est supérieur à l'argent que nous réunissons pour gérer l'État. La problématique, elle est cardinale, elle est vitale dans le fonctionnement même de notre société. Le problème est collectif. À un problème collectif, il faut une solution collective. Il faut une prise de conscience d'abord. Donc le gouvernement doit avoir une politique claire de lutte contre la corruption, avec un financement précis, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, dans son budget. Et parce que c'est là la démonstration de la volonté politique et institutionnelle d'éradiquer ce phénomène, l'Assemblée nationale, je dis donc le Parlement, doivent montrer leur volonté de lutter contre la corruption. Peut-on de ce fait considérer que le rapport de Transparency International est un rappel de plus sur la vision que la République démocratique du Congo a pour son émergence? Barrer la route contre ces corrupteurs implique tout le monde. Le gouvernement semble donner le temps pour cette année 2016, quand par exemple dans sa batterie des mesures pour amorcer la résilience, il est décidé d'appliquer la répression contre les agents impliqués dans la fraude et la corruption. Allez, la semaine était également marquée par cette nouvelle sur le processus électoral. Les membres du gouvernement congolais, différents partenaires au développement, ainsi que d'autres partenaires ont échangé sur le déblocage du processus électoral, déblocage de tout ordre administratif, financier et législatif. Une rencontre qui s'est soldée avec la prise des engagements pour sortir de la crise. Réunion de partenariat pour les élections, CENI, gouvernement et partenaires au développement ce jeudi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le contenu et la teneur des discussions sur l'évolution du processus a permis à la centrale électorale de présenter les obstacles liés au processus électoral. L'occasion était également d'obtenir des indications claires en termes des engagements. Nous nous sommes également appesantis sur le cadre que nous nous sommes donné en 2013 pour accompagner le processus électoral, à savoir le programme d'appui au cycle électoral, connu sous son acronyme PASEC, qui a un panier commun de financement dans lequel les partenaires ont promis de mettre des ressources. Nous avons fait l'état de la situation et le constat a été fait qu'il y a du retard dans la libération de ces contributions financières. Et un appel a été lancé aux partenaires, à la fois de libérer leurs contributions, mais également d'explorer d'autres pistes d'accompagnement de la CENI qui ne sont pas nécessairement des pistes d'appui budgétaire direct. Bien décliné avec un échéancier de libération d'appui clair qui permettront de résoudre les trois entraves du processus électoral sur le plan financier, sécuritaire et législatif. Nous avons, au nom du gouvernement, dit qu'à la session prochaine, celle de mars, nous allons devoir présenter ces délais parce qu'il s'agit d'une simple modification. On modifie des articles pour qu'il y ait adéquation entre l'évolution et la législation. Et en troisième lieu, sur le plan sécuritaire, nous avons dit que nous avons formé au niveau de la police les formateurs pour qu'il y ait sécurisation du processus électoral. Des implications fortes qui ouvrent une issue à la Commission électorale nationale indépendante qui avait déjà défini sa priorité urgente de la révision du fichier électoral. La priorité pour le moment, c'est la révision du fichier électoral, sans lequel on n'aura jamais ce délai constitutionnel. Et la CENI travaille là-dessus
Avec les engagements que nous venons d'avoir, nous avons annoncé au comité de partenariat que dès le 10 février, nous lançons l'appel d'offres pour recruter le fournisseur qui va donner le matériel. Nous sommes déjà sûrs que nous avons les financements nécessaires et l'engagement des partenaires. Dans l'entretemps, cet organe d'appel à la démocratie poursuit avec ses consultations auprès des autres partenaires au processus électoral. Grogne au sein du MSR. La bataille se livre entre deux ailes du mouvement social pour le renouveau, l'une proche à la majorité présidentielle qui a récemment présenté un arrêté ministériel lui donnant tout le droit d'exercer sous cette dénomination, et l'autre aile proche de l'opposition affirme être la vraie branche de ce parti, nous dit Alain Bouma dans ce reportage. Véritable jeu de ping-pong au sein du mouvement social pour le renouveau. Devant la presse, le secrétaire général de l'aile de ce parti, resté fidèle à la majorité présidentielle, a présenté à l'opinion nationale et internationale l'arrêté ministériel portant enregistrement de l'unique MSR comme parti politique. Il n'y a pas de MSR, il n'y a qu'un seul MSR qui vient de régulariser sa situation juridique en obtenant l'arrêté ministériel 001/2016. Le MNR a décidé de retirer son agrément. Et c'est ce qui du reste nous a conduit à solliciter notre propre agrément. Heureusement d'ailleurs que cette crise est arrivée, nous aurions peut-être continué à travailler sous un arrêté d'emprunt. Ce parti, ou carrément l'aile de cette formation politique fidèle à la MP, appelle ses élus considérés comme égarés de revenir à la raison. Que tous nos collègues, qu'ils sont de part entière membres de ce parti politique, il n'y en a pas deux. Vous allez sans doute vous poser la question de savoir s'ils refusaient, qu'est-ce qu'il va advenir. C'est à ce moment-là que l'on pourra être amené à leur demander de se prononcer publiquement, soit par écrit, pour dire qu'ils ne sont plus membres du MSR. Réponse du berger à la bergère, 16 élus sur la liste MSR ont mercredi fait à leur tour une déclaration pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violations graves des dispositions de la Constitution, des lois et règlements de la République et des statuts du MSR. Demandons résolument au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de retirer purement et simplement cet arrêté qui sème confusion. 2. Demandons au président de l'Assemblée nationale, au regard de la démission délibérée de certains députés nationaux de leur parti, sur la liste duquel ils ont été élus, démission consacrée par la demande d'enregistrement des nouveaux partis politiques, de tirer toutes les conséquences conformément à l'article 110 de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette situation est loin d'être nouveau dans la sphère politique congolaise. Un bref retour au passé nous renseigne le dédoublement du RCD, l'UDPS et récemment du MLC. La liste pourrait donc s'élargir avec le MSR et les autres partis de la MP touchés par la fronde de septembre dernier sous G7. Étienne Tshisekedi signe et persiste. Le dialogue ne devra pas être convoqué par la communauté internationale. Il a rappelé une fois de plus ce vendredi dans une correspondance transmise en date du 26 janvier 2016 à Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de l'Union africaine. Ce message a été au cœur de la première convention des alliés d'Étienne Tshisekedi, qui est une activité ouverte le vendredi dernier à Kinshasa. Le discours de Lisanga Bonganga à la convention des alliés d'Étienne Tshisekedi relaye la lettre du président de l'UDPS adressée à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le coordonnateur du Front populaire réaffirme son attachement à la tenue du dialogue politique présenté comme seule voie de sortie de crise, mais le veut conforme à la feuille de route de l'UDPS publiée le 14 février 2015. Guidé par sa conception de la démocratie, et estimant qu'il n'y a pas de vertu plus constructive que le dialogue, le président Étienne Tshisekedi a été le premier à prôner le dialogue politique comme voie royale pour sortir notre pays
de toute impasse politique. Les alliés de Tshisekedi réfléchissent déjà sur les matières qui pourraient faire l'objet des discussions lors de ces pourparlers qu'ils souhaitent, à l'instar du leader Maximo, être convoqué par la communauté internationale. Ainsi, le président Étienne Tshisekedi a-t-il lancé un appel pathétique à toutes les forces acquises au changement démocratique pour se souder comme un seul homme, pour s'ériger en bouclier contre toute manœuvre dilatoire tendant soit à étouffer, soit à vider, soit à contourner ces dialogues. Ouverte jeudi, les conclusions de ces assises sont attendues le mardi prochain. Lutte contre les violences faites à la femme en République démocratique du Congo. Ce combat constitue l'apanage de tous, notamment de l'Institut national de statistique qui sera redynamisé très prochainement pour apporter sa pierre dans la livraison des statistiques ainsi que de données fiables. Ceci est l'une des recommandations de la télé nationale sur les statistiques des violences sexuelles faites à la femme, assise qui s'est tenue à Kinshasa du 26 au 27 janvier dernier. Je déclare clos les travaux de la télé nationale sur les violences sexuelles. Voilà qui vient mettre un terme à 2 journées de vive cogitation sur la mise en œuvre d'une banque de données plus fiable sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Vos discussions et réflexions sous le leadership de l'Institut national de la statistique ont donc été très utiles pour baliser le chemin vers la production régulière et concertée des statistiques sur les violences sexuelles en RDC, car elles constituent une référence ou une boussole pour guider la formulation d'actions ou programmes en faveur des populations ou encore renforcer les structures, en l'occurrence les structures de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Actualiser les procédures harmonisées, élaborer un plan de production et de dissémination des données statistiques collectées et validées tout en assurant leur accessibilité. 3 recommandations parmi les 14 faites à l'issue de ces assises. Ils ont également permis d'améliorer la coordination de la diffusion des données statistiques hautement sensibles touchant aux violences sexuelles. Désormais, la République démocratique du Congo, notre pays, ne parlera que d'une seule voix quant à la production et à la communication sur les statistiques relatives aux violences sexuelles. Venu du bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en matière des violences sexuelles et recrutement des enfants dans le groupement armé, du ministère de Plan et Développement durable, des agences du système des Nations Unies et autres, les participants à ces rencontres ont également été appelés à renforcer la synergie entre les structures de collecte de données. Et puis cette note nécrologique, la dépouille mortelle de la sœur Marie Missamou a été portée en terre ce vendredi après les hommages qui lui ont été rendus par sa famille biologique, famille artistique, personnalité politique, membres du gouvernement et des nombreux fidèles ainsi que de fanatiques. Plusieurs gardent d'elle le souvenir d'une personne au grand cœur. Je vous propose de suivre ces qualités à cette journée. Comme Marie, la mère de Jésus, nous avons appris à t'aimer. Tu ne manqueras jamais. Tozangi Maria, tozangi Mungongo, moyembi akei akozonga lisusu te, liwanzela ya moto nyonso tu ya biso pe ekoya tomilengele solo. Je meurs très mal de ta disparition, tes œuvres resteront toujours dans nos cœurs à jamais, Missamou, Marie. Oh Dieu, Marie. Ozalaki yaya malamu kona ngai, mama malamu kona biwa
Misamu, adieu maman, ya Marie Misamu, ba Christo ba kolela, pasina mitema, ya bana Congo, tobungisi moyembi monene katina nkolo, ya Marie adieu Misamu, biwani toleli. L'amour n'est pas aimé, mais c'est une porte. L'amour n'est pas une fin, mais c'est un début d'une vie meilleure avec Dieu au ciel. Nous nous verrons ensemble au ciel. Nous chanterons les louanges de Dieu. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur. Paix à son âme. Nous allons nous séparer avec cette nouvelle sportive. Les qualifiés pour l'avant-dernier carré du CHAN Rwanda 2016 sont désormais connus. La Côte d'Ivoire sera ce jeudi face à face aux Aigles du Mali. Contre Léopard de la République démocratique du Congo, ils vont rencontrer le Sili national de la Guinée. Match à suivre ce mercredi 3 février sur votre chaîne B1 TV. Entre-temps, je vous propose quand même de revivre l'ambiance qui a caractérisé les territoires après la victoire des Léopards sur les abeilles du Rwanda. Ambiance indescriptible à Kinshasa après la qualification des Léopards locaux face aux Amavubi du Rwanda sur le score de 2-1 au stade Amahoro de Kigali. Le match était très difficile dans la mesure où on a bien vu que l'arbitrage était largement en faveur de l'équipe rwandaise, mais nos joueurs ont tenu parce que le match était très physique, les joueurs rwandais étaient sur l'homme de manière très agressive et ils ont produit des gestes d'anti-jeu